Merci, monsieur le député. Monsieur le président Fesneau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, puisque nous abordons effectivement au travers de l'article 11 le titre 2, d'abord quelques éléments sur le titre 2, puisque c'est le deuxième pendant finalement de la loi, apparaît les rapports entre producteurs et distributeurs, celui du rapport de l'agriculteur avec les consommateurs. Et c'est un élément du débat qui avait été lancé par les États généraux de l'alimentation. L'objectif de ce titre, c'est d'améliorer la qualité de l'alimentation et d'améliorer d'ailleurs par là même la qualité des pratiques agricoles. Le deuxième objectif, peut-être qu'on ne le dit pas assez, c'est un objectif de lien avec les consommateurs par la territorialisation. Et j'en dirai un mot après. Et puis le troisième, c'est quand même que tout ça trouve une vocation et une viabilité économique. Et tout tient dans l'équilibre fragile, parce que c'est un équilibre fragile que nous essayons de tenir au travers de ce titre 2. Et de faire en sorte que ces éléments se combinent. On pourrait dire que c'est les éléments de la durabilité d'un système. Mais enfin, on ne va pas faire un long débat là-dessus. La deuxième chose que je voulais dire, c'est la situation que nous avons pu décrire les uns les autres. Les limites de l'exercice agricole tel qu'il s'est pratiqué depuis des années, c'est collectivement que nous en sommes responsables. Ce n'est pas les agriculteurs qui en sont responsables. Nous avions décidé d'un schéma de développement agricole et d'un schéma de production qui était celui issu finalement de l'après-guerre, qui était un système où il fallait produire à bas coût de la quantité. Et donc, je refuserai, et nous refuserons toujours au nom du groupe, de dire c'est la responsabilité des agriculteurs. C'est la responsabilité des agriculteurs, des pouvoirs publics, des consommateurs. C'est dans leurs attitudes et dans nos attitudes collectives qu'il faut qu'on fasse évoluer les choses. Et je crois qu'on doit l'avoir à l'esprit dans les différents articles et amendements qu'on va examiner. La troisième chose que je voulais dire, c'est que nous devons et nous pouvons jouer sur plusieurs leviers. D'abord, et c'est l'objet en partie de l'article 11, essayer de travailler sur les attitudes des pouvoirs publics ou de la puissance collective dans la consommation. On pourrait dire dans cette enceinte, comme dans nos collectivités locales, on a capacité à agir pour faire en sorte que dans nos choix de consommation, nos choix de producteurs que nous choisissons, nous fassions en sorte de nous-mêmes être exemplaires. Parce que comment pourrions-nous demander aux consommateurs d'aller dans une direction si nous-mêmes, dans les démarches de nos collectivités, nous ne faisons pas l'exercice? La deuxième chose que je voulais dire sur ce point-là, c'est de rapprocher le consommateur de l'agriculteur. Et ça, c'est la question de la territorialisation, parce que ça n'est pas seulement une question de circuit court, c'est une question que, une fois qu'un agriculteur est en lien avec le consommateur, c'est un puissant mécanisme de convention mutuelle et de changement des pratiques des uns et des autres. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce que c'est des mondes qui doivent se comprendre. Et je voulais rebondir sur ce que me dit M. Garot, parce que j'étais assez d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Simplement, il faut entendre ce que disent les consommateurs, il faut entendre ce que disent les agriculteurs, et notre rôle, c'est de les faire se comprendre. C'est-à-dire que ça ne peut pas être les uns contre les autres que se fait cet exercice-là. Et puis, troisième élément, parce qu'à un moment, il faut avancer, il faut se donner des éléments d'objectifs. Et c'est un certain nombre d'avancées qu'il y a dans le texte sur le bien-être animal, sur la question des produits phytosanitaires, et je pense que c'est l'exigence du texte que nous devons porter. Et comme c'est un exercice difficile et un équilibre fragile, simplement dire qu'il faut qu'on le fasse avec à l'esprit l'idée, d'ailleurs ça a été rappelé et par le président de la République, et par le Premier ministre, et par le ministre de l'Agriculture, de ne pas le faire au prix de surtranspositions supplémentaires. Nous avons eu un peu tendance en France à surtransposer et à croire que nous étions sur une île déserte et les produits ne venaient que de France. Si ça doit aboutir à faire en sorte que nous n'améliorons pas la qualité et que les produits viennent d'ailleurs, c'est une question fondamentale qu'il faut se poser dans les équilibres que nous devons trouver. Deux, en regardant la réalité. Et la réalité, ce n'est pas le refus d'avancer. La réalité, c'est qu'est-ce qui est faisable tout de suite, ou est-ce qu'il faut pousser plus loin pour dire qu'il faut aller plus loin, et qu'est-ce qui est compliqué à faire parce qu'il y a des impasses techniques ou des impasses économiques au système que nous essayons de développer. Et puis, sur ce dernier point globalement de la philosophie du titre 2, moi je trouve que ce qui est sorti aussi des États généraux, pour avoir, comme beaucoup d'entre nous, discuté avec des agriculteurs, c'est que moi je sens à l'œuvre beaucoup plus puissamment que même, moi qui connais un peu, je crois, ce secteur, et je l'avais imaginé, une évolution des esprits dans le monde agricole qui est extrêmement profonde. C'est-à-dire que la question que justement notre collègue Garot soulevait de dire il faut qu'il y ait une prise de conscience, elle est en train de se faire très puissamment dans le monde agricole, et donc il faut le faire avec cette idée que les agriculteurs sont prêts à évoluer dans leur pratique et dans leur façon de dialoguer avec les consommateurs. Dernier point sur l'article 11. Je suis long, mais comme je n'avais pas encore consommé le temps des présidents de groupe que nous sommes, et je ne compte pas en abuser, je rappelle à monsieur le ministre, dire sur l'article 11 quelques éléments. Il faut absolument là-dessus qu'on avance, et je trouve que l'article, dans ce sens, va
assez loin, est assez puissant, si je peux dire. C'est la commande publique. Je voudrais quand même rappeler que la restauration collective, c'est 3 milliards de repas par an. C'est environ, alors les chiffres varient, mais entre 16 et 20 milliards de chiffre d'affaires. Quand bien même nous aurions fait évoluer l'origine des produits, ceux à qui nous nous adressons de 2, 3 ou 4%, vous voyez les 5, 600, 700 millions de plus que nous réorienterions vers le monde agricole. Et donc ça, c'est la puissance de la collectivité quand on l'oriente et qu'on lui dit qu'il faut y aller. C'est bien pour l'exemplarité, et puis c'est bien aussi, je crois que Richard Ramos l'a dit et quelques d'autres l'ont dit, pour la pédagogie. Parce que l'école, le collège, c'est le lieu où on peut aussi faire découvrir des produits, la variété des produits et la variété d'un menu tel qu'on peut le construire. Il faut distinguer dans ce domaine-là ce qui doit relever du législatif pour donner un cap, ce qui doit relever du réglementaire et ce qui doit relever du bon sens. Il y a un moment quand même, quand on est responsable public de collectivité, il y a des choses, ça relève du bon sens. Et donc ça, c'est plutôt des dispositifs d'incitation que des dispositifs législatifs. Et puis dernier point, et j'en aurai fini là-dessus, je serai tranquille comme ça pour cet article-là en tout cas, ne pas sous-estimer les freins et les difficultés à cet exercice-là. C'est plus compliqué de le faire, ce qu'on est en train de faire, il faut le dire, il faut l'avoir à la conscience, dans les petites structures que dans les grandes. Je parle des structures collectivités locales. C'est plus difficile à faire pour ceux qui sont en régie que ceux qui ont un prestataire. Il ne faudrait pas non plus que ça aboutisse d'ailleurs à favoriser, j'ai rien contre eux, mais les prestataires, quand le modèle, en tout cas l'imaginaire, le collectif que portent les gens, c'est un travail en régie. C'est la cantinière. Et donc c'est à ça qu'il faut réfléchir aussi dans la façon dont nous allons travailler sur les amendements. Il faut rendre visibles les choses et faisables pour les gens qui vont être dans les cantines et qui vont avoir à quantifier les volumes, les labels, pour pas qu'ils soient dans une équation où il va falloir 20% de ci, 30% de ça, 50% de là et 28 labels. Donc il faut des choses claires, simples. Parce que, si, Mathieu, il y a des gens dans les cantines qui vont se poser des questions à qui il va falloir demander de faire des tableaux analytiques. Mais si, moi j'ai été maire, président de PCI, c'est ce qu'il faut faire au bout. On est d'accord sur l'objectif, mais il faut que ce soit faisable. Faisable, parce qu'il y a des gens derrière. Ça nécessite aussi de travailler pragmatique. Et ça nécessite aussi, je le dis, dans la commande publique, de travailler à accompagner les collectivités dans comment on fait le marché public. Parce que quand vous êtes maire d'un petit EPCI, maire ou président d'un petit EPCI, c'est pas simple l'accompagnement. Et c'est pour ça qu'il faut que dans les marchés publics, et le texte, dans ce sens, va dans le bon sens, que je pense qu'il borde bien les choses, il garantit quand même que toutes les 5 minutes, on ne va pas être en défaut de se dire est-ce que le contrôle de légalité va me dire attendez, vous n'avez pas le droit d'inscrire ça. Et donc il faut accompagner juridiquement. Et je dis, monsieur le ministre, qu'il faudra que vis-à-vis des préfets, nous puissions dire voilà comment ça va se passer. Et puis dernier point, il faut accompagner les agents administratifs et les agents des cantines. Parce que c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que parfois ils n'avaient pas l'habitude. Moi je l'ai fait dans ma collectivité, j'ai même, ça rassurera sans doute certains d'entre vous, enclenché un plan protéines, donc je ne suis pas gêné de tout ça. Je l'ai fait, donc simplement pour les agents, c'est un changement de pratique. Et donc la formation des agents, l'accompagnement des agents, c'est un élément essentiel pour qu'on réussisse, que ça puisse réussir. Et puis je voulais conclure sur la question du local, puisque je porte un amendement assez rapidement, si j'ai bien lu, sur le sujet. Le local, c'est un puissant levier, monsieur le ministre, pour faire dialoguer les choses. Parce que ce n'est pas la question seulement de le circuit court, le circuit de proximité, la distribution de revenus. Je vous assure que quand vous avez un agriculteur qui livre la cantine de son école ou de son collège, c'est-à-dire du collège de son territoire, il commence par livrer avec la vocation du circuit court et après il dit « moi, ça me fait cheminer sur la qualité ». Tous ceux qui se sont engagés sur le local, ils cheminent vers la qualité. Alors on n'est pas obligé de leur dire, même si c'est un objectif, d'aller plus vers la qualité et le bio, mais déjà le local, ça engage vers la qualité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avancer avec toutes ces idées en tête, et sur l'article et sur le titre, parce que je crois qu'on partage l'envie d'une rémunération meilleure, de critères de qualité qui soient meilleurs, et de meilleure compréhension entre consommateurs et agriculteurs. Et donc, je nous invite, ce n'est pas une leçon que je fais, je nous invite dans les amendements que nous aurons à examiner, à réfléchir toujours avec tous ces piliers-là qu'il faut qu'on combine sans braquer ni les uns ni les autres et en répondant aux attentes des uns et des autres. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.